tous, ravis de vous retrouver pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres qui font l'actualité de ce mardi 21 mai. Nous reviendrons sur la dernière conférence donnée par Monaco Méditerranée Foundation, dont le thème était le Parlement européen au-delà de la brume anglaise. Nous irons à la découverte du tout nouvel atelier de l'artiste niçois Patrick Moya. Vous en saurez plus sur la liste des ouvrages sélectionnés pour le coup de cœur des lycéens de la Fondation Prince-Pierre de Monaco. Un mot de sport et du football corporate avec les finales du trophée de la ville de Monaco et le challenge Prince Régnier 3. Et puis votre focus info du jour vous emmènera dans les coulisses des préparatifs du Grand Prix de Monaco, un événement que vous pourrez suivre en direct sur Monaco Info. À quelques jours des élections européennes, il était question d'Europe, de Grande-Bretagne et de Brexit à l'hôtel Hermitage, une conférence qui a dernièrement été organisée par Monaco Méditerranée Foundation. Son invité, Jean-Louis Bourlanges, député français et ancien président de la Commission des libertés au Parlement européen. Le reportage de Dominique Poulain. Député MoDem des Hauts-de-Seine et surtout spécialiste reconnu des questions européennes, Jean-Louis Bourlanges donne une conférence sur le thème « Le Parlement européen au-delà de la brume anglaise ». Initialement prévue le 29 mars, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne a été repoussée au 31 octobre au plus tard. Les Britanniques devront donc bien élire leurs représentants au Parlement européen, mais ces derniers n'auront peut-être pas le temps de siéger. Un compromis incompréhensible pour le député Bourlanges. Le traité de Lisbonne, dont on critique souvent, a institué un article qui permet une sortie organisée d'un État qui voudrait renoncer à participer à l'Union. Cet article a été mis en œuvre. Il prévoit 2 ans de discussions et de négociations pour que cette sortie se fasse de façon ordonnée. Les discussions ont eu lieu. Et donc, je crois que Macron a raison de dire aux Anglais... je dirais pas, messieurs les Anglais, tirez les premiers, ni même tirez-vous les premiers, mais de dire maintenant, faites votre décision, nous souhaitons que vous restiez, mais c'est votre choix, c'est pas le nôtre. Si vous voulez partir, partez. Si vous voulez rester, restez. Mais sortons de cet incroyable équivoque. Le député estime que c'est au Royaume-Uni de savoir ce qu'il veut vraiment, de se déterminer entre un Brexit dur, un Brexit coopératif ou un non-Brexit. Et vous savez, il y avait une formule naguère quand on fermait les compteurs, etc., dans les compagnies d'électricité ou de gaz, on disait qu'on était aux abonnés absents. Les Britanniques, ils ont inventé le concept inverse, le désabonné présent. C'est-à-dire qu'ils sont plus... Ils ont dit non, nous on part, c'est fini, etc. Mais on a oublié de vous dire, on reste. Bon, et effectivement, à partir de... C'est monsieur de la Palisse. Tant qu'ils ne sont pas dehors, ils sont dedans. Et s'ils sont dedans, il faut qu'ils assument toutes les obligations procédurales, institutionnelles, financières qui s'attachent à leur présence. Donc, il y a des élections... Ils ne pouvaient pas s'en dispenser. Tout leur a échappé. Et la vérité, c'est c'est pas l'Europe qui est en crise. Dans cette affaire, c'est le Royaume-Uni. Crise identitaire avec l'Écosse, le Pays de Galles, l'Irlande. Crise du système institutionnel qui est évident, c'est complètement rouillé, ils n'arrivent pas à prendre une décision. Crise du système partisan. Crise sociale, parce qu'on voit bien que toutes les élites britanniques, qu'elles soient financières ou administratives ou journalistiques, enfin la grande partie des élites, veulent rester. À quelques jours des élections européennes, l'UE doit défendre ses valeurs menacées par les populistes. Pour y parvenir, les différents États doivent être solidaires, ce qui n'est pas toujours le cas, loin de là. Je vous propose à présent de partir découvrir le nouvel atelier de Patrick Moya, le célèbre artiste niçois, s'est vu offrir l'opportunité de créer dans un lieu que lui a mis à disposition la principauté de Monaco. Un lieu dans lequel il va pouvoir notamment développer son nouveau projet digital, le récit de Patricia Navarro. Lui qui a toujours rêvé d'être universel a trouvé dans le numérique un terrain de jeu infini. Patrick Moya dispose depuis peu d'un atelier avec vue imprenable sur le port de Monaco pour y développer un projet qui lui tient à cœur. Dans cette immense pièce, il va poursuivre une œuvre dans laquelle il s'investit pleinement depuis 2007, la création d'un monde virtuel dans Second Life.
Le projet, il est à la fois réel et virtuel. C'est-à-dire l'idée, c'était que, comme les ateliers ne sont pas des lieux de visite, ce n'est pas des musées, l'idée, c'était qu'on puisse quand même visiter ces ateliers, mais de façon virtuelle. Donc, comme je travaille depuis longtemps dans Second Life et que je fabrique toutes mes expositions en double, je fabrique d'abord la maquette de l'exposition, ensuite je monte l'exposition, ensuite je fais la vraie exposition et ensuite je conserve l'exposition qui a été faite virtuellement et on peut continuer de la visiter pendant des années. Et donc l'idée, c'est que même quand je ne serai plus dans cet atelier, on pourra continuer de le visiter puisqu'il va rester virtuellement dans Second Life. Et pendant que je suis dans cet atelier, je le fais visiter, non seulement quand j'y suis, c'est-à-dire quand j'y suis, je suis en direct dans Second Life, c'est-à-dire qu'on peut créer un avatar et venir me rencontrer dans l'atelier quand j'y suis, et quand j'y suis plus, je peux quand même continuer d'y être puisque mon avatar, le soir, chez moi, vient dans l'atelier voir ou amène des gens dans l'atelier. Très tôt, Patrick Moya a compris que le monde digital lui offrait d'incroyables possibilités, lui qui est un artiste prolixe. J'ai toujours voulu être un artiste presque virtualisé, disons. J'ai toujours rêvé d'avoir un double qui puisse me survivre, disons, qui puisse continuer de travailler. Et d'ailleurs, c'est le futur, puisque Google pense en 2045 réussir à conserver le cerveau à l'intérieur de l'ordinateur. Donc, ce qui me permettrait éventuellement, par la suite, d'avoir mon double qui continue de travailler dans le monde virtuel. Et d'ailleurs, il y a déjà dans mon univers virtuel des robots à qui on peut poser des questions et qui parlent de mon travail. C'est des petits robots d'intelligence artificielle, mais basiques, hein, des choses très simples. Aujourd'hui, l'ordinateur occupe donc une place centrale dans le quotidien de l'artiste, mais Patrick Moya ne va pas se contenter seulement de créer virtuellement. Pour nourrir le virtuel, il poursuit son travail créatif avec ce petit personnage emblématique qui le représente ou la créature Dolly. Très apprécié à Monaco, il a par le passé réalisé plusieurs affiches pour le Festival international du cirque. Il a décoré tout un étage du centre hospitalier Princesse Grace et plus récemment a laissé son empreinte également au Centre scientifique de Monaco. Sachez que l'artiste ouvrira les portes de son atelier au public, à moins que vous ne préfériez le rencontrer dans son univers virtuel. Le jury du coup de cœur des lycéens de la Fondation Prince-Pierre, composé d'élèves de seconde des lycées de la Principauté, s'est réuni la semaine dernière pour dévoiler la liste des ouvrages retenus pour son coup de cœur 2019. Plus de détails avec Christine Datomel. Créé en 2007 dans le cadre des prix littéraires de la Fondation Prince-Pierre de Monaco, le coup de cœur des lycéens vient de lever le voile sur sa sélection. Rassemblé au CDI du lycée technique et hôtelier, le jury composé d'élèves de seconde issus des 3 lycées de la Principauté a retenu 5 ouvrages sur 9 en lice. Alors dans un premier temps, ce qu'ils ont aimé, c'était découvrir des premiers romans. C'est plus accessible en fait que la littérature classique pour eux. Et ensuite, indépendamment du récit, en fait, de l'histoire qui est racontée, ils s'intéressent également aux techniques narratives littéraires qui peuvent capter leur intérêt. Et donc ce qui est très intéressant, c'est que par la suite, ils sont obligés d'argumenter pour expliquer sur quels critères ils vont retenir tel ou tel premier roman. On essaye d'être neutre, on essaye de ne pas influencer leur choix pour les laisser parler. Et le plus intéressant, c'est qu'ils exercent leur esprit critique, puisqu'ils sont absolument libres de choisir. Nous, on reste un petit peu en retrait. On est juste là pour les aider à argumenter. Coup de cœur des lycéens, Frères d'âme de David Diop, L'atelier de Sarah Manine, Chaos de Hector Matisse, Un été de pierre chaude de Aurélie Razimbo et Les poteaux étaient carrés de Laurent Seyé. Un choix délicat mais assumé par les lycéens. Et ce que je trouvais bien, c'est qu'à peu près chacun des livres dénonçait différentes choses. Et je trouvais ça très bien en fait, parce que par exemple, moi en fait mon préféré c'est L'atelier. Et en fait ça parlait d'une fille qui avait jamais vraiment exprimé son avis en fait sur les choses et qui avait décidé de finalement en fait à la fin se rebeller contre son père. Et je trouvais ça très bien en fait que ça dénonce le caractère des personnages, etc. Je suis pas une grande lectrice, du coup ça m'a permis de lire des livres assez on va dire de genre assez répandu, parce que j'ai plutôt l'habitude de lire un peu des romans à l'eau de rose ou d'adolescents. Et là, on a eu des livres avec une littérature assez complexe et du coup, ça m'a permis de savoir si j'appréciais ce type de livre et j'ai bien aimé. Moi, il faut savoir que je lis vraiment pas très souvent parce que c'est pas forcément ce qui me plaît le plus. Mais en fait, le fait de lire en fait, des livres parce qu'on devait choisir, etc., en plus il y avait un enjeu,
ça m'a vraiment aidé en fait, ça m'a poussé à lire plus. Et du coup, vraiment, c'est une très bonne expérience parce que les livres sont assez différents les uns des autres. Et en fait, c'est une bonne expérience en fait pour pouvoir pousser les jeunes à lire en fait. Et je trouve ça super bien parce que du coup, ça m'a poussé à avoir plus envie de lire. À noter que le 5 juin prochain, les élèves rencontreront dans le nouvel établissement du lycée FNB les auteurs des ouvrages sélectionnés avant d'arrêter leur choix définitivement sur une fiction. Le coup de cœur des lycéens sera ensuite remis en présence de la princesse Caroline le 15 octobre prochain à la salle Garnier lors de la cérémonie de proclamation des prix de la Fondation Prince-Pierre de Monaco. Le reste de l'actualité en bref et en images vous est développé par la rédaction de Monaco Info. Retour sur ce concert exceptionnel donné par l'OPMC dimanche à l'Auditorium Régnier 3. Un concert au profit de l'AMAD avec Maxime Vanguerov à la direction et au violon et Gauthier Capuçon au violoncelle. Enescu et Tchaïkovski au programme de cette soirée. Rappelons que l'AMAD s'engage activement en faveur de la protection et de l'épanouissement de l'enfant à travers le monde. Une association présidée par la princesse de Hanovre et fondée en 1963 à l'initiative de la princesse Grace. Et un mot de sport, plus particulièrement du basket. Lundi soir se déroulait la soirée des trophées de la LNB à Paris. Nominé pour le trophée de MVP, remporté finalement par le meneur de Dijon, David Holston, Paul Lacombe a été élu dans le premier 5 de Jeep Elite, une distinction qui récompense le travail et la bonne saison de l'arrière monégasque. Il y avait du football hier au Stade Louis II. L'enceinte sportive a accueilli 2 finales, celle de la 42e édition du Challenge Prince Régnier 3 et du Trophée de la ville de Monaco. Alors qui sont les grands gagnants de cette année? Élément de réponse avec Dominique Poulain. Pas de Radamel Falcao, ni de Kylian Mbappé ou de Neymar au Stade Louis II, mais des amateurs. Comme chaque année, les finalistes du Challenge Prince Régnier 3 se retrouvent dans l'enceinte des pros. Un honneur pour ces footballeurs qui ont le privilège d'évoluer sur la pelouse qu'ont foulé des joueurs prestigieux, comme Zinedine Zidane, Luis Figo, Roberto Carlos, Raúl, Crespo, John Terry, Alessandro Del Piero ou encore Frank Lampard. Je pense que sur les 22, peut-être la trentaine de joueurs qui étaient présents ce soir, il y en a peut-être 3-4 qui ont joué un jour sur cette pelouse. Et pour eux, c'était un rêve. C'est une compétition à laquelle le comité d'organisation tient à apporter beaucoup de sérieux, mais en même temps avoir une ambiance assez décontractée. Bon, pas toujours le cas. Les joueurs sur le terrain, ça râle, ça met des coups des fois, ça se prend des cartons. Mais bon, dans l'ensemble, il y a une ambiance. C'est un rendez-vous qui manque un peu dans le sport amateur, mais un vrai rendez-vous le lundi soir pour jouer, voilà, faire du sport, représenter son entreprise, puis participer au sport monégasque. C'est quelque chose d'important pour tous ces joueurs, vous pouvez vous en rendre compte. La finale oppose la fonction publique, victorieuse en demi-finale de l'hôpital de Monaco au tir au but, au MI Monaco, qui s'est défait en demi de Vinci Construction Monaco. Pour la première finale de son histoire, la fonction publique, maillot blanc et short rouge, ouvre le score par Daniel Goncalves. Un avantage de courte durée. 13 minutes plus tard, MI Monaco égalise par l'intermédiaire de Joao Lemos. Les deux équipes se créent des occasions, mais plus rien ne sera marqué. Score final, un but partout. Pas de prolongation, mais directement la séance des tirs au but. Et à ce jeu-là, à ce jeu du pile ou face, c'est MI Monaco qui l'emporte 5 tirs à 4. Déjà, ça fait 3 ans par avant. On sort tout le temps en demi-finale et bon, c'est un peu... ça fait mal de sortir tout le temps en demi-finale, mais cette année, on a réussi à revenir en finale. Même si c'est tir au but, l'important c'est gagner. Un match très dur, très difficile, il y avait de l'enjeu des deux côtés, mais on a su faire la différence dans les séries de pénalty. Forcément déçu, le capitaine de la fonction publique préfère retenir le beau parcours de son équipe. On retiendra la saison qu'on a fait, on s'est éclatés tous ensemble, belle équipe d'amis même, de collègues. On a tous tout donné tout au long de l'année, on s'est éclatés, c'était un plaisir de jouer avec tous ces mecs. Et au final, voilà, on va aller fêter ça. On va aller fêter ça au resto. On va se faire un resto, on va boire 2-3 bières chacun et on va s'amuser. Voilà. Non, mais on retiendra surtout l'année et l'état d'esprit.
Petite consolation pour la fonction publique, son gardien Anthony Mignoni est élu meilleur joueur de la finale. Dans l'autre finale, celle du trophée de la ville de Monaco, beaucoup moins de suspense. La sûreté publique bat facilement les carabiniers du Prince, 5-1, avant de fêter comme il se doit cette victoire. On passe à notre Focus Info. Il est consacré aujourd'hui au Grand Prix de Monaco qui va battre son plein en principauté d'ici quelques heures. Avec Fabien Bonilla et Lionel Bernardi, nous allons nous balader autour du circuit pour vous faire découvrir l'effervescence de cet événement planétaire. Regardez. Nous sommes au cœur des paddocks pour débuter ce Focus Info. On est sur le quai Antoine Ier. Il faut savoir que nos bureaux, les bureaux de la chaîne de télé, sont juste là, à côté du Stars & Bar. Le Stars & Bar, vous ne le voyez peut-être pas, il est complètement grillagé. Et à la sortie de nos bureaux, nous avons les paddocks de Mercedes, de Ferrari. Il y a tout un tas. On est carrément sur la route là. Habituellement, c'est une zone un peu piétonne. Donc on gêne peut-être. Ah bah non. Ah bah si, ça bouge dans tous les sens. C'est un peu l'objectif de ce Focus Info, c'est de vous montrer que ça fourmille de partout autour du circuit. Il faut savoir que ce circuit, l'installation a débuté mi-mars. Pendant 8 semaines, il faut à peu près 1100 tonnes de tribunes, 21 km de rails de sécurité, 880 mètres de barrières, 20 000 mètres carrés de grillage, 1420 pneus, 800 extincteurs, j'ai encore des chiffres, 12 dépanneuses et 10 grues, une dizaine de grues qui sont parsemées le long du circuit pour pouvoir extraire les voitures en cas d'accident. Et c'est ce qui fait que ce Grand Prix est d'une grande sécurité et réputé pour ça, c'est qu'effectivement on peut extraire les voitures de partout. Je vous parlerai peut-être un peu plus tard de toutes les personnes, du nombre de personnes qui y travaillent. On va justement aller à la rencontre peut-être d'une personne qui s'occupe de la sécurité du passage. Ils ont des gilets jaunes, n'y voyez rien de politique là-dedans. On va aller à sa rencontre. Allez. Ah bah tiens, justement c'est la personne que je cherchais, vous deviez être, vous en allez au Portier, c'est là où vous allez travailler. Vous m'avez dit tout à l'heure quand on s'est croisés que vous faisiez le Grand Prix depuis 1995 ? Depuis 1995. Et là, quel est votre rôle concrètement ? Qu'est-ce que vous faites ? Là, on réceptionne les camions au niveau du Portier. On fait par étapes, il y a la piscine ici, et tous les 2 heures on change de poste, et pour le bon acheminement des camions. Qu'est-ce que ça vous fait de travailler comme ça depuis 1995 autour du Grand Prix ? Pourquoi ? C'est agréable, ouais. C'est magnifique. La façon qu'ils ont de monter, c'est impressionnant. Ouais. C'est très bien, c'est une bonne occupation. Là maintenant je suis à la retraite, c'est plus facile, mais avant je gardais mes jours de repos pour venir. Parfait. Mais écoutez, là maintenant, merci beaucoup, merci. On est sur le circuit, hein, vous l'avez peut-être reconnu, enfin sûrement même, c'est le virage de la Rascasse, merci. On va aller, pareil, se balader. Alors, en termes de chiffres, puisqu'on est sur ce circuit, sachez, même si vous le savez, que c'est un circuit qui fait 3 km 337 mètres de distance. Il y a 19 virages, 8 à gauche, 11 à droite, plus exactement. 290 km/h, c'est la vitesse de pointe, 290 km/h, même s'il y a beaucoup de virages. Et la distance parcourue sur la durée totale de ce Grand Prix, c'est 260 km et 286 mètres, il ne faut pas les oublier. On continue, on se balade et puis on va s'arrêter, je ne sais pas où. On verra bien ce qu'on va faire et qui on va interviewer. Hop. Bonjour. Justement, on tombe sur quelqu'un qui m'arrête parce que je ne suis pas sur la bonne direction, je suis en train de marcher sur la route. Quel est votre rôle ici concrètement ? Qu'est-ce que vous faites ? Mon rôle, c'est d'éviter de faire passer des gens parce que comme il n'y a pas de trottoir, il n'y a pas de... Comme les vilains comme moi là. Par exemple. Et donc je leur dis que c'est mieux de passer de l'autre côté, c'est plus sécurisé, on va dire. Voilà. Et vous avez... Les gens sont assez compréhensibles quand même. Voilà, c'était ma question justement, quelle est un peu la réaction ? Ça va, non, ça va, dans l'ensemble ça va. Bon, après, il faut savoir aussi le dire, hein. Il y a des façons de le dire aussi. Avec le sourire ? Par exemple, mais ça va, tout va bien. Très bien. Merci beaucoup. Alors, par où je dois passer ? Expliquez-moi. Par là. Ouais ? Et alors, ça dépend où vous voulez aller. Je sais pas, on se balade, on va... Vous passez là, ouais. et puis
Vous allez prendre la contre-allée qui se trouve sur le pit lane, là, et sur votre gauche. Parfait, merci beaucoup, on y va. J'ai pas compris. Ça doit être ici. Voilà, on est parti des paddocks au niveau du quai Antoine Ier, là où les pilotes se rafraîchissent, mangent avec toutes les équipes. Vous avez à ma gauche, donc à votre droite, des tribunes, ce que l'on appelle la tribune T. C'est juste après le S de la piscine et juste avant le virage de la Rascasse. Et à ma droite, c'est-à-dire à votre gauche, vous avez les stands. Vous voyez Mercedes avec Valtteri Bottas, avec Hamilton, avec le camion qui va faire du bruit et qui va partir. Vous voyez même, je ne sais pas si vous le voyez là, Sébastien Vettel. Et on est un petit peu plus loin, si le camion ne le cachait pas, je ne sais pas si vous le voyez, il y a Charles Leclerc, numéro 16. C'est ici qu'il y aura les changements de pneus, c'est ici que seront les voitures. Et nous avons rencontré une personne, une touriste, qui était en train de photographier justement les stands. Qu'est-ce qui vous intéresse? Pourquoi vous êtes venu ici? Pourquoi vous êtes venu voir les stands? Ben, c'est vraiment super. C'est un rêve depuis que je suis tout petit de venir voir comment ça se passe. Malheureusement, je ne pourrai pas rester jusqu'à la course. Je vais rentrer au Canada mercredi, mais je vais le regarder dans la télévision, c'est certain, dimanche. Qu'est-ce qu'il a de particulier pour vous, ce Grand Prix? C'est magnifique parce que ça passe dans les rues, contrairement à une piste comme on a à Montréal. Mais c'est vraiment fantastique. Les Ferrari, superbe voiture, c'est très joli. Et avec un monégasque dans une des Ferrari. Merci beaucoup. Merci. Allez, vous avez compris le concept de ce Focus Info. On continue et on va voir d'autres personnes et on discutera d'autres choses. Voilà, je vais vous donner encore quelques chiffres, je vais vous abreuver, je vais vous doyer avec toutes ces informations. Sachez qu'il y a 2136 personnes qui travaillent le jour du Grand Prix, le dimanche, 2636 personnes, 670 commissaires de course, je suis un petit peu essoufflé, 310 personnes au niveau du milieu médical, c'est-à-dire les médecins, les infirmières, les volontaires de la Croix-Rouge. Il y a au niveau de la sécurité autour du circuit 99 personnes. 27 personnes au niveau des paddocks, au niveau des médias et de la communication, c'est 80 personnes qui travaillent pour que les journalistes puissent faire leur métier et retransmettre cette course interplanétaire, connue dans le monde entier. Et là donc on a quitté le tour du circuit, je suis essoufflé, je vous l'ai dit, on a quitté le tour du circuit pour aller place d'Armes, là où il va y avoir la fan zone. On est avec Caroline de l'Automobile Club. Bonjour, là on est en pleine construction, donc on n'imagine pas forcément, mais qu'est-ce qui va se passer ici? Alors ici nous avons la fan zone qu'on appelle la MGP Live Fan Zone qui sera ouverte donc de jeudi jusqu'à dimanche inclus de 9h à 21h, donc tous les jours. Nous avons 3 jours et demi de montage pour 24 heures de démontage, donc voilà. Ils sont en plein dedans là. On est en plein dedans. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? La fan zone est ouverte à tout le monde, donc tous les visiteurs. L'entrée est gratuite et toutes les animations sont gratuites, ça c'est très important. Nous avons une grande scène où vous allez pouvoir voir des concerts samedi et dimanche de Emily Johnson. Il y a des simulateurs. 6 simulateurs Red Bull, il y a une vraie Formule 1 Red Bull aussi où les visiteurs peuvent changer la roue. Donc, il y a des changements de pneus comme les vrais. Et le meilleur temps chaque jour peut gagner une pit walk, comme on l'appelle, donc aller visiter les stands. Il ne gagne pas une voiture de Formule 1? Non, pas cette année. On verra pour l'année prochaine. Après, nous avons un circuit miniature, donc les enfants, évidemment, sont les bienvenus. Nous avons cette année une Formule 1 Ferrari 3 places qui permettra de gagner un tour de piste à Maranello, en Italie. Toujours pas une voiture. Toujours pas de voiture. Nous allons voir les pilotes, par exemple? Alors, les pilotes vont venir vendredi après-midi de 13h45 à 17h. Ils seront tous au rendez-vous et ils seront interviewés. Le public pourra poser leurs questions.
Et évidemment, séance autographe, tout le monde est la bienvenue. Voilà, sur la fan zone. Caroline, merci infiniment. Ce Focus Info s'achève là-dessus. Sachez que nous reviendrons jeudi dans une édition spéciale sur le Grand Prix. On y reviendra vendredi, samedi, dimanche. Bien sûr, dimanche, le Grand Prix en direct sur Monaco Info. On commentera aussi toutes les courses annexes de ce Grand Prix. Puis j'ai envie de finir, j'ai pas l'habitude d'être chauvin, j'ai envie de finir avec un Daguet Monégout, Daguet Charles Leclerc, tiens, pourquoi pas. Voilà pour ce tour d'horizon de l'actualité en principauté à quelques jours du Grand Prix de Formule 1. Je vous propose à présent de découvrir les prévisions météo pour les prochains jours. Une météo très changeante pour la suite de la semaine. Mercredi, des averses sont attendues dans l'après-midi. Jeudi, légère amélioration du temps, mais le ciel restera en grande partie couvert. Vendredi et samedi, les averses devraient être de retour. Dimanche, le soleil est attendu sur le circuit du Grand Prix de Formule 1. Les températures seront plutôt fraîches pour la saison. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur nos réseaux sociaux et notre site internet le www.monacochannel.mc. Très belle soirée à tous sur Monaco Info.